À la une ce soir, la Guadeloupe a voté pour Emmanuel Macron. Encore inconnu il y a 3 ans, il pourrait bien gravir la prochaine marche pour le sommet du pouvoir le 7 mai prochain. Que pouvons-nous attendre de lui? Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et l'autre surprise du premier tour, c'est la poussée du Front National en Outre-mer. 14% des électeurs guadeloupéens ont voté pour Marine Le Pen. C'est elle qui totalise le plus grand nombre de voix dans les régions ultramarines. Comment interpréter ce vote atypique? Nos reportages dans un instant. Et plus de 12 000 emplois seraient à pourvoir en Guadeloupe. C'est la conclusion de l'enquête menée par Pôle emploi. Des besoins en main-d'œuvre qui seraient en légère hausse. Quels sont les secteurs concernés? Le détail est à venir avec Isabelle Hamon. Et les femmes souhaitent de plus en plus se défendre face aux agresseurs. Le self-défense serait la bonne solution. La méthode est en vogue. Elle ferait partie des moyens de protection à maîtriser. La suite à voir à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis heureuse de vous retrouver. Il avait choisi de se positionner en dehors des partis traditionnels. Un pari fou selon beaucoup. Aujourd'hui, son audace a payé. Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. En Guadeloupe, il a totalisé 30,22% des voix. Le récit de Nathalie Dinan. Emmanuel Macron s'impose sans surprise. On martelait ses soutiens au moment des résultats. Une large victoire en Guadeloupe avec 30,22% des suffrages. Il arrive en tête dans 27 communes, devant Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Marine Le Pen. Cette dernière crée également la surprise en réalisant un score plus de 2 fois plus important qu'en 2012. Harry Chalus, soutien de Macron, lui se félicite du score réalisé par le leader du mouvement En Marche. Mais le grand vainqueur, c'est également l'abstention. Plus de 60% des électeurs ont boudé les urnes. Les deux grands partis qui ont gouverné la France depuis 50 ans ne sont pas au deuxième tour, mais ils ont appelé à voter pour le favori du second tour pour faire barrage au Front National. Même si Emmanuel Macron est sorti en tête en Guadeloupe et à Wallis et Futuna, tout n'est pas gagné. Il faudra obtenir une majorité pour gouverner et donc mobiliser ses troupes aux législatives. Et autre donnée inédite de ce scrutin, c'est la percée du Front National dans nos régions. La candidate Marine Le Pen est arrivée en deuxième position dans la majorité des départements d'outre-mer. En Guadeloupe seulement, elle a réalisé une hausse historique de 8 points. Près de 14% des électeurs lui ont accordé leur confiance. Comment comprendre ce vote? Quelques éléments de réponse recueillis par Moïse Dexter et Patrick Curie. De toutes les façons, quand le meilleur gagne, celui qui devait être élu, ce sera lui qui sera là de toutes les façons. Hein. La population, quand il vote pour le changement, c'est tout. Et comme je suis jeune, donc je sais que vous avez fait. Comme chaque politicien qui a mangé taillou, c'est eux qui ont fait taillou. Je sais qu'il fait taillou aussi. Mais pas rien qui va rapporter nous. Son salto, on a vu à merder à présent. Alors, il y a un changement, mais les peines, est-ce que les peines plus mauvaises que les autres? Nous ne savons pas, c'est ça. Peut-être que nous avons un changement, nous attendons tellement promesses, et nous n'avons rien. Alors, si les peines font un coup, pourquoi ça peut déranger nous? C'est fini au permis. Je ne pense pas que les gens ils ne vont pas voter pour elle. Hein. C'est difficile à prendre. Pour changer, parce que tous ces gens qui là depuis 30 20 ans là, c'est toujours même la forme, mettons d'autres monde et en plus sans femmes. Donc il faut les femmes solidaires avec Marine Le Pen et il faut nous changer aussi la politique au niveau de la France et au niveau de la Guadeloupe. Eh bien, sinon, pourquoi Le Pen fait tout savoir en Guadeloupe? On l'a caché depuis hier soir, on a cherché à savoir pourquoi. On va comprendre. Et arriver à comprendre en pays, mais on comprend pourquoi, on comprend quand même. Mais en pays, votre là, ça pourquoi on a rien dans le temps. Parce que qui la droite, qui la gauche, c'est même politique là, il va faire depuis combien de temps? Et il n'y a pas dit les changements. Les changements, c'est même toujours même idée là, il va faire. Rien peut changer. Pour changer cela, moi, c'est foutre Marine Le Pen là. Moi, je ne fais pas de politique, je suis désolé. Donc, mais je suis contre. Ben écoutez, les Français ont parlé, hein, on est en démocratie, donc moi je ne suis pas spécialement d'accord avec ce choix. Après, le vote est quand même secret derrière l'isoloir, donc aujourd'hui on se retrouve face à Le Pen et Macron. Il y aura un choix à faire au second tour et il faudra le respecter. Franchement non, c'était pas normal pour moi. Et apparemment, ça parle que tout le monde ne l'aime pas et on voit que finalement elle est élue au deuxième tour, donc ça m'a beaucoup étonné. C'est le libre choix, chacun a voir midi à sa porte, donc je respecte ça. Donc je peux imposer à quelqu'un, si j'ai une vision, un regard sur quelque chose,
ou sous quelqu'un imposer ma vision. Chaque individu est un individu à part entière, mais entièrement à part. Et ces résultats ne peuvent être analysés sans prendre en compte le fort taux d'abstention aux urnes. Près de 60% des Guadeloupéens n'ont pas voté. Comment expliquer une telle démobilisation électorale? ATV Guadeloupe a choisi de vous donner la possibilité de parler de votre choix. Un reportage signé Karen Diam. Estimé à 60%, le taux d'abstention de la Guadeloupe semble avoir plusieurs causes. Sur 10 jeunes de moins de 35 ans interrogés, 6 reconnaîtront avoir oublié d'accomplir leurs devoirs citoyens, mais assurent aller voter au second tour. 3, comme Élodie, affirmeront ne pas être intéressés par cet acte politique. Je n'ai pas été voter samedi puisque je pense que les politiciens ils sont pas sincères et puis pour nous les jeunes ils ne font pas grand-chose et puis quand on regarde la Guadeloupe il n'y a pas beaucoup d'avancées non plus pour la Guadeloupe. Alors je ne vois pas l'utilité qu'on aille voter puisque ce sont des mensonges, il n'y a rien qui se passe, c'est toujours pareil. Ils disent qu'ils vont faire, ils promettent qu'ils vont faire des choses et puis les promesses ça passe en hauteur donc voilà. Si tout pousse à croire que les jeunes ont été moins intéressés que les autres tranches d'âge, pour Agnès, âgée d'une 60aine d'années, les raisons étaient pratiquement les mêmes. Je ne suis pas allée voter parce qu'il y avait trop de candidats. Le choix était très difficile. Donc là, j'ai dit que j'attends le deuxième tour pour pouvoir voter. Déçu, peu impliqué dans la vie politique ou encore dépassé par des programmes parfois peu compréhensibles, plusieurs facteurs semblent avoir joué un rôle important, la tranche d'âge n'ayant rien à voir. Et en revanche, les Antillais installés dans l'Hexagone se sont déplacés massivement dans les bureaux de vote. Après une campagne ponctuée d'affaires médiatiques, nombreux sont ceux qui se sont décidés à la dernière minute. Nous avons suivi quelques-uns d'entre eux en région parisienne. Solène Boissé, Clément Barbé. Un verre pour se donner du courage. Chez Dominique, le vote est avant tout une affaire de famille. Sauf que cette année, difficile pour ces Lamantinois de choisir leur candidat. En cause, une campagne trop centrée sur les affaires et les règlements de compte. Il y a encore quelques jours, cette famille ne comptait même pas se rendre aux urnes. Ces nombreux buzz, je pense que ça nous a motivés parce que ça nous a permis de choisir vraiment les candidats qui nous avaient l'air les plus honnêtes. À quelques kilomètres de là, dans ce bureau de vote à Créteil, Kevin est déterminé. Depuis 3 mois, ce Parisien de naissance est sûr de son choix, dans lequel il prend en compte ses origines martiniquaises. J'oublie pas d'où je suis originaire, mes parents sont de la Martinique et je suis sensible au programme qui concerne les ultramarins. Des doutes, Dominique lui en a beaucoup. C'est par devoir que cet originaire de Marie-Galante s'est déplacé dans son bureau de vote. Aujourd'hui, c'est un vote par dépit. Et je suis ni pessimiste ni optimiste, je suis juste dépité, donc j'ai fait mon devoir et on verra bien au second tour. En tant qu'Ilien de Guadeloupe, c'est un peu particulier parce qu'on a l'impression d'être laissé pour compte, donc franchement j'attends rien vraiment. En Hexagone, la participation à ce scrutin devrait être légèrement en baisse par rapport à 2012, tout comme en Outre-mer. Et le CRAN avait déjà appelé à une mobilisation la semaine dernière pour ce lundi, place de la République à Paris. Peu de temps après l'annonce des premières estimations hier soir, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées pour manifester leur opposition à Marine Le Pen. Parmi eux, une jeune Martiniquaise native de la ville de Fort-de-France. On écoute son témoignage. Qu'il y avait des amis qui venaient manifester et puis je suis venue pour me joindre à eux. Voilà. Je m'y attendais mais je suis un peu déçue de la part des Français parce qu'en fait ça veut quand même dire qu'il y a une majorité qui est dans ces idéaux-là et c'est quelque chose qui me fait du mal et je pense que je suis pas la seule personne à ressentir ça aujourd'hui. Franchement je me demande comment ça se passerait en fait vis-à-vis d'elle mais franchement je sais pas, je serais un peu perdue en fait. Enfin, déjà maintenant je me sens perdue donc ce serait un peu anarchique en fait pour moi. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment. Je pense pas que ce soit vraiment un danger, mais ça pourrait vraiment mettre de la haine en fait dans le cœur des Antillais, ça c'est sûr. Enfin encore plus. Et face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron, il a été désigné par les médias comme l'étoile montante de la politique française. Que peut-on attendre de son programme? Le point avec Karen Diam. À la France? Bon, je crois que la France, pour la France en général, en principe,
Macron va aligner les deux, gauche-droite, il va essayer de faire une fusion pour bien arranger les choses. J'ai l'impression que c'est ça. Et pour la Guadeloupe? Pour la Guadeloupe, ça va suivre de toute façon. Ça va suivre, ça va être une politique générale. Emmanuel Macron, je pense qu'il fera quelque chose de bon pour la Guadeloupe. Hein. C'est un candidat, je n'ai pas suivi bien, mais je pense qu'il fera quelque chose. Vous savez, c'est un président de la République, hein, les choses ne se font pas en 6 mois, 1 an. C'est des décisions qui sont prises, qui donnent des résultats au bout de 5-6 ans. Donc il ne faut pas croire, il n'y a pas d'homme miracle. Je le trouve déjà un peu jeune, avec très peu d'expérience en politique. Et puis c'est quand même un homme qui a été dans les finances. Donc est-ce qu'il connaît vraiment les besoins du petit peuple, hein, du travailleur? Emmanuel Macron, bon, c'est... Mais je ne pense pas qu'il va apporter grand-chose à la Guadeloupe. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un jeune, et puis en plus, non seulement c'est un jeune, et puis je ne pense pas. Je pense qu'il pensera quelque chose de bon pour nous à la Guadeloupe qui sont malheureux, malheureuses. Surtout les mères d'enfants et les grandes personnes comme moi. Pas grand-chose parce que je le sens pas bien. Je vois pas ce qu'il peut nous apporter en Guadeloupe. D'après ces conversations, moi, j'y crois pas. Eh bien, écoutez, il est jeune et il peut avoir de meilleures idées que M. Hollande, par exemple. S'il apporte vraiment des nouveautés, pourquoi pas? Mais il est très jeune pour être président. Déjà qu'il baisse le taux de chômage, déjà, c'est le principal. Et après, socialement, que les gens soient mieux. Et moins de violence aussi, surtout au niveau sécurité. Perso, je sais pas en fait. Chacun a ses programmes intéressants. En fait, il faudrait que tous ensemble ils se mettent ensemble. C'est pas que Emmanuel Macron, que Marine Le Pen, mais à la Guadeloupe, j'espère qu'il apportera quelque chose parce que franchement, ce serait bien que quelqu'un se bouge un peu pour les îles d'outre-mer parce que c'est pénible. Rien. Pourquoi? Rien de nouveau parce que sa politique, c'est une politique comme celle de la droite et de la gauche, qui n'ont rien apporté. Qu'est-ce qu'on a proposé pour l'outre-mer? Toujours les mêmes choses, en disant, voilà, on va aider pour la canne et la banane. Il faut mettre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, un nouveau, voilà, peut-être ça va peut-être marcher. Mais si on sort Macron, on remet Macron, on sort Sarkozy, on remet Sarkozy, on sort... Non, c'est pas bon. Et depuis, le candidat du mouvement En Marche a bénéficié de nombreux soutiens, notamment celui du président de la République, François Hollande, également la ministre des Outre-mer. Erika Barrette se dit persuadée qu'il pourra assurer une certaine continuité. On regarde un extrait de son allocution prononcée et recueilli par Éric Dupuis. Moi, j'ai eu un engagement conforme à mon engagement au cours des primaires. Et c'est ma façon aussi de faire de la politique, aller au bout de ses engagements. Ensuite, c'est vrai, il était particulièrement difficile, une gageure même, une difficulté lourde pour ce gouvernement. Après une casse sociale de 5 ans effrénée, un désengagement de l'État, parce que je veux que chacun se souvienne que lorsque nous sommes arrivés en 2012, les Outre-mer avaient vécu des drames et des difficultés immenses. Nous avons pris nos responsabilités et nous avons travaillé pendant 5 ans. C'est vrai, 5 ans, il est très dur de tout reconstruire quand on casse. C'est plus facile de casser que de construire. Alors oui, l'ampleur de la tâche était immense, mais nous avons eu raison de nous y atteler. Et surtout, il faut absolument continuer et ne rien lâcher, parce que nous sommes encore au début de ce travail. Et reste avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous ferons le point sur la dernière enquête de Pôle emploi pour mesurer les besoins des entreprises en matière de main-d'œuvre. Et puis un résumé d'un séminaire qui s'est tenu sur le Krav Maga, la méthode numéro 1 de self-défense. Intéressons-nous maintenant de près à la dernière enquête en besoin de main-d'œuvre menée par Pôle emploi. Selon cette étude, plus de 12 000 emplois seraient à pourvoir en Guadeloupe. Le détail avec Isabelle Hameau. 3100 entreprises régionales ont répondu à cette enquête annuelle. Résultat, 4,1% des besoins en recrutement sont signalés, 27,2% des établissements se déclarent recruteurs, des recrutements qui augmentent dans l'ensemble des secteurs, sauf dans l'agroalimentaire agriculture, un secteur trop peu valorisé. Le travail, il est sur 2 champs.
Il y a le travail de terrain qui est mené tous les jours. On a parlé des 35 conseillers dédiés à l'entreprise qui sont tous les jours auprès des entreprises, qui leur simplifient les procédures, enfin qui sont là pour les accompagner au plus près en fonction des besoins. Il y a aussi les branches avec qui on travaille, c'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui va venir parler de son métier va encore mieux en parler que Pôle emploi. Donc c'est aussi valoriser les personnes qui vont venir présenter. On va faire des réunions avec les demandeurs d'emploi. On va envoyer des messages à ces demandeurs d'emploi pour leur dire ce secteur-là recrute, découvrez ce secteur-là. Aujourd'hui, l'agriculture a changé. On a vu il y a un mois environ, il y a eu le forum sur la culture de la banane. Aujourd'hui, on voit des personnes qui vivent de ce métier-là et qui, derrière, valorisent leur secteur, parlent de leur métier, parlent de l'amour de leur métier, de la passion de leur métier. C'est aussi faire connaître ça aux demandeurs d'emploi en Guadeloupe. Pourtant, en 2017, 12 037 projets de recrutement ont été relevés, mais sur ceux-ci, 3 806 sont difficiles à recruter. Les secteurs les plus touchés concernent les métiers des techniciens et employés, des filières qui requièrent des spécificités non acquises par les demandeurs locaux. Pour pallier à ce problème de projets difficiles, selon Dominique Vian, il faudrait favoriser le numérique, un secteur d'activité en forte croissance. Il est parfaitement adapté à des économies insulaires où on a un manque d'espace, une énergie qui est quand même comptée, mais où on a de la cervelle. Et donc c'est là-dessus. Absolument. Je constate que nous ne sommes pas le seul. Nous avons signé un partenariat avec EDF et nous allons nous retrouver comme modèle prototype dans la transition énergétique. Nous sommes en train de finaliser un partenariat également avec la région qui est très porté sur le développement du numérique et c'est toute la difficulté. Et pour pouvoir anticiper, il faut connaître, il faut identifier des besoins, des attentes pour mettre en place les bonnes formations, donner l'information aussi. Bien souvent, la difficulté de recrutement résulte du manque d'information. En Guadeloupe, les profils les plus recherchés concernent les métiers du BTP, de la vente, du tourisme ou encore de la fonction administrative ou sociale et médico-sociale. Il faut savoir que l'année dernière, le Pôle emploi a permis à 21 000 personnes de trouver un travail. Et en bref, maintenant, après un court débrayage la semaine dernière, les agents de route de Guadeloupe pourraient bien démarrer une mobilisation de plus grande ampleur dans les jours à venir. Et pour cause du GTG et l'exécutif régional qui devaient se rencontrer aujourd'hui pour échanger autour de la revalorisation du régime indemnitaire n'ont pu tenir leurs engagements. Le GTG a tout simplement refusé de discuter avec le délégué aux négociations, Jean Bardaille, venu sans procuration du président Harry Chalus. On écoute les explications de Nestorius Favel, secrétaire général UTC-UGTG, interrogé par Karen Diama. Les questions que nous devons traiter aujourd'hui, c'est des questions concernant la revalorisation du régime indemnitaire et l'ajustement de la NBI, nouvelle bonification indiciaire. Les deux questions-là, ça, ni peut-être un mois ou deux, que nous controns Barda ici. Barda dit qu'il n'y a pas de mandat pour discuter, engager financièrement Route Guadeloupe. Et aujourd'hui, comme le président Route Guadeloupe dit, il ne peut pas parler de l'UTC encore, alors pour nous organiser, il ne peut pas parler de l'UTC. Et Barda a revenu sur les mêmes questions. Il n'y a pas ni pour mandat, il a dit le président l'a dit représenter. Nous avons rappelé le président de Bardaï, nous pas dans la logique de représenter. Nous avons représenté un monde, surtout le cas du pas parler de l'UTC, nous avons organisé, nous avons un mandat écrit pour engager la structure là financièrement. Et tout le temps, ça n'a pas fait, nous pouvons jamais négocier avec un représentant haïtien si nous n'avons pas un mandat écrit. Et nous avons rappelé aussi, de toute façon, le président savent ça, nous avons les moyens pour le président là, si cette table-là, négocier et signer ça, il y a signé concernant la revendication. Et puis que se passe-t-il en Guyane depuis la signature des accords dits de Guyane? L'activité économique reprend. Ce lundi, le port maritime de Degra-de-Cannes a repris ses activités. Il était bloqué depuis le début de la crise sociale. Pour rattraper ce retard, le flux moyen de conteneurs devrait doubler d'ici le mois prochain. Reportage Charlotte Fleury. Le port de Degra-de-Cannes à nouveau en activité. Les empileurs travaillent à plein régime pour décharger ce bateau de ses 250 containers. Avec le mois de mouvement social, la charge de travail devrait être doublée pour le mois à venir. On est sur un flux moyen par semaine de l'ordre de 500-600 containers. Donc on va devoir, dans les semaines qui viennent, être capable d'absorber pratiquement le double, puisque le trafic a repris, donc on a toujours ce flux qui nous vient toutes les semaines. Et la récupération des containers, il y en a à peu près 1200 ou 1300 qui sont répartis un peu dans les ports. Donc pour faire revenir ces 1300 containers, là aussi on va être amené à doubler un peu les cadences de
de chargement puis de livraison vers les clients. Durant la grève, ces containers ont été déroutés aux Antilles, à Paramaribo ou encore à Port of Spain. Ceux laissés en stand-by sur le port depuis ces dernières semaines pourront enfin être livrés à leurs propriétaires, avec des dates limites de consommation parfois déjà dépassées. On connaît, je dirais par nomenclature, selon la nomenclature des douanes, on connaît un peu le contenu des containers, mais on ne connaît pas précisément les dates limites de consommation, les dates de péremption, etc. Donc il y a certainement des produits qui sont maintenant impropres à la consommation. On avait atteint un pic en semaine dernière de 700, puisqu'il y en avait 350, je dirais, au début des mouvements lorsque le port a été bloqué la première fois. Et puis, la semaine passée, on a eu 2 navires qui sont revenus, qui ont déchargé, mais on n'a pas pu tout livrer. Donc on avait un pic de 600 à 700 containers sur le terre-plein. Les rapatriements de toutes ces marchandises vers la Guyane sont estimés entre 500 et 1000 euros par container à la charge de l'importateur. Seules les grandes surfaces sont généralement couvertes par leur assurance contre ce type de risque. Et direction Le Marin en Martinique maintenant, où les élèves de la section SECPA de la commune ont bénéficié aujourd'hui d'une sortie pédagogique autour de la formation du sable. Il était question pour eux de comprendre d'où vient cet élément naturel. Reportage Alvin Corsi. D'où vient le sable de nos plages? La question semble pourtant bien simple, mais quand on la pose, les réponses sont diverses. Des restes de coraux qui sont broyés, le blanc? Par la mer? Bonne question. On dirait oui. Je sais pas. C'est de la pierre vraiment concassée et des restes de coquillages sapés qui sont dans la mer. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas du tout. Non, vraiment pas. Pour répondre à ces interrogations, ces élèves ont pris rendez-vous avec Gérard Caillé. À l'origine artisan, il est aussi une mine d'informations concernant nos littoraux et notre environnement. Pourquoi c'est les 3% d'eau douce qui donnent 80% des sables? La pesanteur. Exact, la gravité. Si vous jetez un caillou en l'air, il retombe. Eh bien, comme c'est toujours le haut vers le bas, c'est l'écoulement de l'eau douce qui amène le sable à la mer. Et quand on lui demande pourquoi sur les 227 sables de notre île, celui d'Anse Noire et Noir et celui de l'Anse du Four Blanc. Le volcan, c'est la cheminée qui est derrière, qui s'appelle le demande réduit et qui vous donne le sable noir à la plage par l'écoulement de l'eau douce qui amène la matière. Sauf que la plage l'Anse du Four était noire avant. C'est un cyclone qui a apporté un peu de corail qui est en mer et qui a été apporté par ce cyclone. Sauf que ce corail n'est jamais reparti puisque la plage est complètement fermée, complètement enclavée. Et comme il n'est pas reparti, vous avez encore du sable clair qui devient tout doucement noir puisque l'écoulement de la montagne derrière vous donne le sable noir qui arrive. Des connaissances bien assimilées par ces adolescents captivés. Cette carte, en fait, ça nous montre les différentes espèces de sable qu'il y a. Au nord, on voit que c'est le sable. Il y a beaucoup de sable noir parce que au nord, c'est là où il y a plus de montagnes. Par exemple, les pitons du Carbet, la montagne Pelée. Et on voit du côté ouest et sud que le sable est clair, très clair du côté sud, parce qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes au sud. J'ai appris aussi que ça peut abîmer aussi des vêtements, comme les maillots. Alors, je pense que ça va un peu m'apprendre, surtout s'il n'est pas salir l'environnement. Parce que je sais qu'en Martinique, on a beaucoup de choses bien, mais qu'on ne sait pas. Cette visite rentre dans le cadre d'un projet pédagogique plus vaste. Cette année, nous travaillons sur le sable, mais nous avons toujours travaillé sur tout ce qui est développement durable, c'est-à-dire permettre aux enfants de respecter leur nature, la protéger pour les générations futures. C'est le sable qui explique un peu l'histoire de la Martinique, puisque la Martinique, c'est une île volcanique. Et donc le sable, c'est un des constituants de l'histoire de la Martinique. Pourquoi la mer est bleue? Pourquoi l'eau est salée? Autant de questions auxquelles les adolescents seront en mesure de répondre en fin de journée et ainsi mieux appréhender leur île pour mieux la conserver. Et le meurtre du jeune footballeur par sa compagne régulièrement frappée a mis en évidence pour bon nombre de femmes le fait de savoir se défendre face aux agressions. Parmi les solutions, il existe le Krav Maga. Un séminaire y était consacré ce week-end à Bemao. Isabelle Amou était sur place et a pris quelques notes. On regarde. Donc on va frapper une fois à gauche, une fois à droite. Donc quand je vous dis garde, on est en garde. Quand je vous dis frappe, gauche, droite, et c'est tout. Clair?
Ok, on est parti. Autant de techniques de défense maîtrisées par ces femmes. Un cours de Krav Maga 100% féminin pour un profil souvent concerné par les agressions de rue ou autres. Des techniques spécifiques en self-défense qui répondent à ces problèmes. Et on va mettre un coup de genou, on lève le genou vers l'avant. Pour frapper où ça ? Le Krav Maga a été fondé sur les besoins réels. C'est un système de self-défense qui permet de répondre aux besoins qu'on retrouve dans la rue. Et du coup, pendant ce cours, on va voir des défenses contre quelqu'un qui essaie d'attraper les cheveux d'une femme, par exemple, ou quelqu'un qui a réussi à mettre une femme au sol. Et du coup, comment réagir dans cette situation, comment repousser l'agresseur, comment se relever, comment communiquer avec l'agresseur aussi, comment avoir une bonne posture pour ne pas se faire agresser ou pour pouvoir travailler tout cet aspect tactique avant l'agression. Gauche, droite, gauche, coup de genou. Ok, tac. Ici, aucun interdit, tous les coups sont possibles pour terrasser l'adversaire. Au-delà de la self-défense, l'une des raisons qui a poussé certaines femmes à participer à ce séminaire est de pouvoir augmenter leur confiance en elles. Moi, je trouve assez intéressant, surtout le côté de la pensée positive et de nous faire prendre confiance en nous. Et puis oui, ce sont des prémices de techniques pour se défendre. Oui, exactement. Donc les deux attaquent, les deux défendent. On essaye de toucher son partenaire. On essaie de toucher la tête, exactement. Donc elle essaie de me toucher, j'essaye de défendre. Et exactement. 2, le ventre. Ouais. Les agressions contre particuliers prennent davantage place en Guadeloupe, un constat qui entraîne Vanessa à pratiquer la discipline depuis maintenant 1 an. En pratiquer permet de tout le temps être en alerte, de scanner autour de soi, d'être toujours en alerte, de regarder ce qui se passe autour et d'avoir une espèce de boîte à outils permettant de réagir en cas de situation conflictueuse. T'es déjà arrivé en situation réelle? Non, pas vraiment. Quand tu es dans la rue, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens plus à l'aise? Je me sens plus à l'aise, plus sûre de moi. Dès septembre, des cours de self-défense spécial femmes seront dispensés par le Krav Maga Guadeloupe, une discipline qui permettrait à ces dernières de gagner en agressivité positive. Garde! Frappe! Garde! Frappe! Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la clinique Les Eaux Claires à Bemao de 9h à 14h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Eddy Blanté pour Questions directes. À tout de suite.